Donc bonjour à tout le monde. Merci à Geneviève pour la présentation et merci à Annie aussi pour l'introduction. Donc effectivement, je remplace le docteur Borel Derlon au CRC du CHU de Caen. Donc je la remercie pour les années qu'on a passées ensemble et pour sa formation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc des molécules avec une autorisation de mise sur le marché, donc avec une AMM, et principalement sur les thérapies avec facteurs donc, qui sont des facteurs de remplacement, donc qui sont du facteur 8 ou du facteur 9, mais qui sont un petit peu modifiés, et c'est des molécules qu'on appelle des EHL, E pour Extended, H H et L pour long acting. Donc, c'est des molécules à durée de vie allongée. Donc, je vais essayer de vous expliquer de quoi on parle quand on parle de HL et je vais remettre ça en perspective. Donc, pour les facteurs 8 et pour les facteurs 9. Donc, voici le sommaire de la présentation avec une introduction où je vais reprendre un petit peu l'historique des différents concentrés de facteur 8 et de facteur 9. Parler des développements récents, vous illustrer de quoi on parle quand on parle de demi-vie allongée ou durée de vie allongée pour ces facteurs de coagulation, et vous présenter les différentes stratégies qui sont actuellement disponibles et utilisées pour allonger donc, la durée de vie des concentrés. Et ensuite, je vous présenterai donc, les différents concentrés de facteur 8 et les différents concentrés de facteur 9. Donc, vous trouvez ici une frise chronologique où on part sur la gauche des années 60 jusqu'à aujourd'hui sur la droite. Et donc, vous avez les différents, donc, en résumé, l'histoire du développement des concentrés de facteur 8 et de facteur Villebrand, qui étaient historiquement tous d'origine plasmatique. Puis, il est apparu dans les années 90, au début des années 90, les premiers facteurs 8 recombinants, et à la fin des années 90, les premiers facteurs 9 recombinants. Et donc aujourd'hui, mes propos vont concerner donc, les progrès dans les années 2000 sur finalement la modification des facteurs 8 recombinants et des facteurs 9 recombinants qui sont disponibles afin d'augmenter principalement leur durée de vie. Et ensuite, vous aurez des présentations, principalement par le docteur Haroche, sur d'autres modifications, les modifications les plus récentes, mais qui se sont concentrées finalement sur des molécules autres que le facteur 8 et principalement sur le développement d'anticorps avec l'hémicizumab. Donc, concernant les développements récents sur les concentrés de facteur 8 ou de facteur 9, ils ont pour principaux objectifs, donc soit de rendre la molécule mieux tolérée dans l'organisme et ainsi réduire le risque d'apparition d'inhibiteurs que Geneviève Piétu, dont Geneviève Piétu vous a parlé dans sa présentation, qui est la principale complication du traitement substitutif chez le patient hémophile. L'objectif aussi, c'est d'augmenter la durée de vie, avec pour objectif principal de réduire le nombre d'injections et d'augmenter le niveau de protection conféré par une injection de facteur 8 ou de facteur 9. Aussi, avoir des traitements qui sont efficaces en présence d'inhibiteurs, donc pour pouvoir utiliser le même traitement qu'il y ait ou non la présence d'inhibiteurs. Il y a aussi des travaux sur le mode d'administration, passer d'une voie intraveineuse à une voie sous-cutanée, et aussi améliorer le débit et réduire le volume d'injection. Il y a aussi donc tous les travaux sur les séquences de facteur 8 et de facteur 9 pour permettre donc une thérapie génique avec une possibilité de cure indirecte de la maladie. Et donc aujourd'hui, je vais plus vous parler donc, des modifications qui permettent d'augmenter la demi-vie du facteur 8 ou du facteur 9, et je vais vous illustrer ça dans les prochaines diapositives. Donc ici, vous avez un graphique représentant sur l'axe des abscisses le temps et représentant sur l'axe des ordonnées le taux de facteur 8 ou de facteur 9. Donc ici est illustré
une injection de facteur, que ce soit du facteur 8 ou du facteur 9, qui permet une augmentation rapide du taux de facteur qui va ensuite être éliminé pour revenir au niveau de base. Quand on parle de demi-vie, la demi-vie, c'est le temps nécessaire pour diminuer de 50% le taux de facteur injecté. Donc la demi-vie, finalement, qu'on le retrouve ici, est le temps nécessaire pour éliminer la moitié du facteur injecté. Et on considère classiquement qu'il faut 5 demi-vies pour revenir au niveau de base. Donc si l'on prend un schéma prophylactique, un schéma de prévention avec 3 injections par semaine de facteur 8 par exemple, ici vous retrouvez sur l'axe de temps les 3 injections de concentré de facteur avec une première augmentation après la première injection qui va ensuite éliminer, une deuxième injection et ainsi de suite. L'objectif est de réduire le nombre d'injections avec une même efficacité ou d'augmenter les niveaux de protection et éviter de revenir avec des taux qui reviennent au niveau de base du patient. Et donc, il y a des facteurs avec des demi-vies allongées qui ont été développés. Et voici d'illustrer sur la courbe orange les résultats qui sont obtenus avec ces nouveaux facteurs. Donc, il y a autant de facteur 8 mis en circulation après une injection, mais il y a une élimination plus lente permettant d'allonger donc la durée de vie de la molécule dans la circulation. Donc, qu'en est-il pour le facteur 8? Donc, les développements sur le facteur 8 permettent d'augmenter entre 1,5 et 1,8 fois la demi-vie du facteur 8, donc avec une augmentation significative mais qui reste modeste. Par contre, pour le facteur 9, il y a une augmentation très significative de la demi-vie avec une demi-vie qui est augmentée de 5 fois. Nous avons une explication aujourd'hui de la différence d'augmentation de demi-vie. Finalement, la demi-vie du facteur 8 ne peut pas augmenter beaucoup à cause du facteur Willebrand qui est présent dans la circulation et finalement, le facteur 8 va obtenir finalement la demi-vie du facteur Willebrand. Donc, le facteur Willebrand endogène du patient va limiter les augmentations possibles de ces molécules sur la demi-vie du facteur 8, ce qui n'est pas vrai pour le facteur 9 qui n'interagit pas avec le facteur Willebrand. Donc, finalement, si l'on retrouve le schéma prophylactique présenté initialement, avec ces nouvelles molécules, il y a la possibilité de façon schématique de pouvoir retirer une injection par semaine et avoir le même niveau de protection, qui est ici la représentation avec les pointillés, donc permettant d'avoir moins d'injections, donc avoir le même niveau de protection avec 2 injections par semaine au lieu de 3 injections par semaine, par exemple, pour du facteur 8. La deuxième possibilité est de conserver le même nombre d'injections, mais vous voyez que les taux de facteur 8 restent plus importants ou les taux de facteur 9 plus importants, ce qui permet d'avoir une augmentation de la protection avec le même nombre d'injections. Donc, quelles stratégies peuvent être utilisées pour allonger la durée de vie des facteurs de coagulation? Donc, ils sont au nombre de 3. Donc, la première chose, c'est d'augmenter la taille de la protéine, d'augmenter la taille du facteur 8 ou d'augmenter la taille du facteur 9. Comment faire ça? Donc, il y a une stratégie qui s'appelle la pégylation. C'est de rajouter des molécules de polyéthylène glycol qui peuvent se fixer sur les protéines, donc soit sur le facteur 8, soit sur le facteur 9. Ça va augmenter la taille de ces protéines et donc limiter leur élimination. Les polyéthylène glycols peuvent se fixer de 2 manières, soit de façon aléatoire sur la protéine, ou soit vers des sites spécifiques sur les molécules, ce qu'on appelle par exemple une glycopégylation, où finalement les polyéthylène glycols vont venir se fixer sur des sucres de façon spécifique. La deuxième stratégie consiste à la fusion entre le facteur 8 ou le facteur 9 avec une protéine qui a une durée de vie qui est très longue. Il y en a 2 qui sont utilisées. Il y a l'albumine. L'albumine est une protéine qui est largement présente dans notre circulation et qui a une durée de vie longue. Et il y a aussi un fragment qu'on appelle le fragment FC,
Le fragment FC, il s'agit d'un fragment d'un anticorps, donc d'une immunoglobuline, qui a une durée de vie très allongée. Et donc, des chercheurs ont fusionné le facteur 8 ou le facteur 9, soit avec l'albumine, soit avec le fragment FC, avec comme objectif d'allonger la durée de vie. Et la troisième stratégie est l'augmentation de la stabilité de la protéine et principalement l'augmentation de la stabilité du facteur 8, qui est une molécule qui est assez peu stable, donc avec la création de liens covalents entre les deux chaînes de facteur 8, permettant d'avoir un facteur 8 chaîne unique qui va être plus stable et donc moins rapidement éliminé. Donc, qu'en est-il pour les facteurs 8? J'ai essayé de vous résumer les différents facteurs 8 à durée de vie allongée qui sont présents en France. Donc, ils sont au nombre de 5. Donc, vous retrouvez les principales caractéristiques sur les tableaux. Donc, avec 5 produits, l'Elocta, l'Adinovi, le Jivi, le Novoeid glycopégylé et l'Avstila. Donc, avec différentes stratégies qui sont utilisées. La fusion FC, la fusion avec un fragment des immunoglobulines pour l'Elocta. La pégylation, qui est largement utilisée pour l'Adinovi, le Jivi et le Novoeid glycopégylé. Et la création d'un lien covalent, qui était la troisième stratégie présentée pour l'Avstila. Et donc ici, vous retrouvez un code couleur, donc avec la couleur verte qui indique que ces molécules sont disponibles en France et peuvent être prescrites, et un code rouge qui montre que ces molécules ont une AMM européenne et donc peuvent être prescrites dans d'autres pays que la France, mais ne sont actuellement pas disponibles en France pour différentes raisons, et principalement sur un rendu par la Haute Autorité de Santé, donc la HAS, avec un service médical rendu, avec donc, qui a été jugé insuffisant par cette instance pour l'Adinovi et pour le Jivi. Donc ces molécules ne peuvent pas être prescrites actuellement. Et pour le Novoeid glycopégylé, la Haute Autorité de Santé est en train d'évaluer le dossier et nous n'avons pas encore de retour de cette instance. Pour les facteurs 9, il y a 3 facteurs 9 différents. Il y a l'Alprolix, l'Idelvion et le Refixia. L'Alprolix repose sur la fusion avec un fragment d'anticorps, avec le fragment FC. L'Idelvion repose aussi sur une stratégie de fusion, mais avec une autre protéine qui est l'albumine. Et le Refixia sur une glycopégylation, donc avec l'introduction de polyéthylène glycol. Et donc actuellement en France, seul l'Alprolix est disponible, donc avec la couleur verte que vous avez ici. Et donc l'Idelvion et le Refixia ne sont pas disponibles, donc pour 2 raisons différentes. Le Refixia, comme pour les facteurs 8, pour un service médical rendu qui a été jugé insuffisant par la Haute Autorité de Santé. Et pour l'Idelvion, une problématique encore différente, qui est une absence d'accord de prix entre notre instance, entre le laboratoire pharmaceutique qui commercialise le médicament et les autorités de santé. Et donc pour conclure ma présentation, donc je vous remets la frise qui vous montre l'évolution dans la production et le développement des molécules de facteur 8 et de facteur 9. Donc actuellement, les principales modifications consistent à allonger la durée de vie, comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui, mais il y a bien d'autres stratégies que va vous développer le docteur Haroche sur la stratégie sur le développement d'un anticorps qui peut s'injecter par voie sous-cutanée. Donc, je vous ai représenté ici pour rendre possible ce que l'on pensait impossible dans les années 70 ou dans les années 80. Je vous remercie pour votre attention et donc je serai disponible à partir de 16h30 pour répondre aux différentes questions qu'auront soulevé ma présentation. Bonne fin de session. Merci Johan de cette présentation très claire.
J'enchaîne juste après toi là, et donc je partage mon écran. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Annie Arroche, je suis médecin à l'hôpital Necker au centre de traitement de l'hémophilie. Donc je suis pédiatre et donc je vous parle aujourd'hui des nouvelles thérapies dans l'hémophilie et donc effectivement de ce médicament qui n'est pas un facteur de substitution à proprement parler, qu'est l'hémicizumab. Donc voilà brièvement mon sommaire. D'abord un mot sur le mode d'action de cette molécule, ensuite ses indications, la présentation des essais cliniques qui ont abouti à l'autorisation de mise sur le marché de cette molécule, et puis ensuite je vous présenterai donc les résultats assez brièvement de ces essais cliniques en termes de pharmacocinétique, d'efficacité et de tolérance essentiellement. Puis quelques mots de mise en garde qui sont issus de ce qu'on a compris en fait de ces essais cliniques. Et puis ensuite, je vous parlerai de ce qu'on fait en pratique, des posologies utilisées, de la surveillance des patients, de l'éducation thérapeutique qu'on fait chez les patients qui reçoivent ce traitement. Et puis, je terminerai avec peut-être encore quelques questions à résoudre pour pouvoir avoir l'utilisation pleine et complète de ce médicament. Donc, pour commencer, le mode d'action de cette molécule, donc, il s'agit de l'hémicizumab, donc appelé Hemlibra, qui est commercialisé par le laboratoire Roche. C'est une molécule qui est un anticorps, donc une immunoglobuline monoclonale, qui reconnaît spécifiquement donc deux protéines de la coagulation, le facteur 9 activé et le facteur 10. Et donc, il y a ici sur cette diapositive le mode d'action de l'hémicizumab. Le facteur 8 rapproche dans la coagulation le facteur 9 activé et permet l'activation du facteur 10 en facteur 10 activé dans la cascade normale de la coagulation. Et donc, en l'absence de facteur 8 chez le patient hémophile A, le facteur 9 activé ne peut activer le facteur 10. Et donc, le rôle de cet hémicizumab va donc justement de reconnaître d'une part le facteur 9 activé pour le rapprocher du facteur 10 et permettre cette activation du facteur 10 activé et donc la poursuite de la cascade normale de la coagulation. Et donc, ce médicament n'est pas du facteur 8, il n'a pas d'homologie de séquence comme on dit avec le facteur 8, mais il permet de mimer l'action du facteur 8 et donc de permettre l'activation de la coagulation. Puisque c'est une immunoglobuline, sa demi-vie est longue, la demi-vie est à peu près d'1 mois, et son administration est donc possible par voie sous-cutanée. Alors, les indications de cette molécule sont la prévention des épisodes hémorragiques chez les patients hémophile A sévère sans inhibiteur ou hémophile A avec inhibiteur. Il n'y a donc là de la place à ce traitement que chez les hémophiles A puisque c'est un facteur 8 mimétique. Et l'indication dans l'AMM est autorisée dans toutes les tranches d'âge. Alors, un petit mot des essais cliniques qui ont abouti à l'AMM de cette molécule. Les essais cliniques ont pour nom Haven. Et donc, il y a eu un premier essai clinique chez les patients de plus de 12 ans, donc incluant les ados et les adultes, patients hémophiles A avec inhibiteur, traités par administration de cette molécule une fois par semaine. Haven 2 a inclus des patients plus jeunes, donc les enfants de moins de 12 ans, avec inhibiteur, avec la possibilité de 3 schémas thérapeutiques, une fois par semaine, ou tous les 14 jours, ou une fois par mois, pour les injections les plus espacées. Haven 3 a ensuite inclus les ados et les adultes sans inhibiteur, avec 2 schémas possibles posologiques, une injection par semaine ou une injection toutes les 2 semaines. Et puis, Haven 4, les patients de plus de 12 ans, avec ou sans inhibiteur, avec cette fois-ci pour schéma thérapeutique, une injection mensuelle. Et initialement, il n'y avait pas de groupe pédiatrique, incluant des enfants de moins de 12 ans, sans inhibiteur. Donc voilà pour les patients qui étaient inclus dans ces essais cliniques. Alors, un premier mot sur la pharmacocinétique de ce médicament. La pharmacocinétique est le reflet sur le plan biologique, plasmatique, de l'activité de cette molécule présente dans le plasma des patients traités au cours de ces essais. Et donc, la première image en haut à gauche sur cette slide sont les résultats de pharmacocinétique chez les patients traités dans Haven 1, donc les adultes avec inhibiteur, qui montrent une stabilité
de présence de cette molécule dans le sang au cours du traitement, après les 4 premières semaines de dose de charge. Pareil sur la courbe en haut à droite, elle compare la pharmacocinétique chez les enfants de moins de 12 ans et chez les ados et les adultes de plus de 12 ans. Et donc, on voit qu'il n'y a pas tellement de différence finalement en termes de présence de cette molécule dans le plasma des patients, quel que soit l'âge. En bas à gauche, la pharmacocinétique chez les patients ayant été injectés une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, avec pareil un résultat tout à fait satisfaisant en termes de présence de cette molécule stable dans le plasma des patients. Et enfin, en bas à droite, la comparaison entre la courbe la plus longue, les patients en haut qui étaient injectés une fois par semaine, celle intermédiaire toutes les 2 semaines, et puis la plus courte, un peu décalée vers le bas, chez les patients qui recevaient ce traitement une fois par mois. Et donc on a l'impression d'avoir une petite différence quand même en termes de pharmacocinétique chez les patients qui reçoivent ce traitement une fois par mois, avec néanmoins une stabilité dans le temps et une concentration encore satisfaisante de cette molécule dans le sang. Donc en termes de pharmacocinétique, quelque chose quand même de très stable chez les patients, quel que soit l'âge et finalement, quelle que soit la fréquence d'administration de cette molécule. Cette slide montre des résultats d'efficacité en termes d'épisodes hémorragiques. Donc les chiffres que j'ai encadrés sont les ABR, hein, c'est le nombre d'épisodes hémorragiques annualisés, en fonction des essais cliniques, donc Haven 1, 2, 3 et 4 à gauche, et puis ces résultats en termes d'ABR. Donc dans Haven 1, chez les patients avec inhibiteurs, une diminution vraiment très importante de la symptomatologie hémorragique des patients avec inhibiteurs, avec un ABR autour de 2 actuellement sous emicizumab dans cette étude. Dans Haven 2, c'était les patients de moins de 12 ans avec inhibiteurs, avec vraiment une diminution encore plus importante des épisodes hémorragiques chez les enfants, avec un ABR inférieur à 0,5 finalement, chez les patients traités une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, et un ABR autour de 2 chez les patients traités une fois par mois. Donc on a l'impression qu'une fois par mois, les épisodes hémorragiques sont entre guillemets moins maîtrisés, mais avec un ABR toujours autour de 2 finalement, comme une prophylaxie par du facteur 8. Dans Haven 3, chez les patients adultes sans inhibiteurs, des ABR vraiment très abaissés, nettement inférieurs à 2, quel que soit le rythme d'injection une fois par semaine ou tous les 15 jours. Et puis dans Haven 4, les patients traités une fois par mois, adultes, plus de 12 ans, avec ou sans inhibiteur, avec toujours un ABR autour de 2. Donc voilà pour ces résultats en termes d'efficacité qui ont permis de démontrer l'efficacité hémostatique en termes de prévention du risque hémorragique chez ces patients et qui ont donc permis d'aboutir à l'AMM, donc à l'autorisation de mise sur le marché de cette molécule. J'ai ici rajouté l'étude OMI dans ce tableau. L'étude OMI est une étude japonaise qui a traité des enfants de moins de 12 ans. Une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, donc toutes les 4 semaines, avec pareil des ABR tout à fait satisfaisants, inférieurs à 2. Sur la slide suivante, encore un petit mot d'efficacité, mais cette fois-ci sur des données de vie réelle, puisque les données Haven étaient des données protocolaires. Et donc, en termes de vie réelle, pareil, on a ici 2 colonnes montrant les résultats chez les patients avec inhibiteur à gauche et avec inhibiteur à gauche, oui, et patients sans inhibiteur à droite, avec une diminution également notable de cet ABR et une augmentation significative du nombre de patients avec 0 saignement, quelle que soit la présence, qu'il y ait ou pas effectivement un inhibiteur chez ces patients. Et un petit mot particulier pour les patients sans inhibiteur qui étaient en prophylaxie avant le switch vers emicizumab. Ils étaient tous en prophylaxie. 86% d'entre eux recevaient un facteur 8 standard et 14% d'entre eux recevaient
un traitement à demi-vie prolongée. Et donc ces patients-là ont vu également abaisser leur ABR de manière significative. En termes de tolérance, ce qui est décrit dans les essais cliniques sont essentiellement des réactions au site d'injection cutanée, puisque ce médicament est administré par voie sous-cutanée. À peu près un quart des patients présentent une petite réaction locale. Et puis, il y a eu quand même deux événements notables en cours de développement des essais cliniques, des microangiopathies thrombotiques, c'est-à-dire une activation majeure de la coagulation aboutissant à des événements thrombotiques, une consommation des facteurs chez 4 patients. Et ces microangiopathies thrombotiques sont survenues chez des patients ayant reçu donc l'emicizumab en prophylaxie associé à un traitement par FEIBA pour traiter un épisode hémorragique. Et ce FEIBA avait été donné aux posologies classiques qu'on donnait habituellement chez les patients avec inhibiteurs, 100 unités kilo par jour et traité pendant quelques jours. Et donc, ces essais cliniques ont permis de montrer que l'association emicizumab et FEIBA à ces posologies, à 100 unités kilo jour pendant plus de 24 heures, nous donnait un risque de voir apparaître des microangiopathies thrombotiques importants. Et donc, il en découle quelques mises en garde aujourd'hui auxquelles on fait très attention. Pareil pour les événements thrombotiques. Dans les essais cliniques, il y a eu donc ces 4 microangiopathies thrombotiques et 2 événements thrombotiques veineux, pareil chez des patients ayant reçu du FEIBA à cette posologie-là. Et donc aujourd'hui, nous faisons donc très attention à la posologie des agents bypassants quand on traite un patient sous emicizumab avec inhibiteur. Il y a ensuite, par ailleurs, dans la littérature, quelques cas d'épisodes thrombotiques essentiellement artériels, donc des infarctus du myocarde chez des patients avec des facteurs de risque cardiovasculaires, des dyslipidémies, des diabètes, des hypertensions artérielles, des surpoids, du tabagisme important. Et ces patients-là, hémophiles à sévères avec emicizumab, certains ont développé des infarctus du myocarde. Il n'y a pas de complications décrites chez les patients recevant du Novo7. Il a été extrait, donc il a été publié et extrait des données AVEN des patients ayant reçu du Novo7 pour des épisodes hémorragiques. Donc pas d'association de risque, un risque thrombotique notable. Et puis enfin, la dernière chose en termes de tolérance, c'est ce qu'on appelle l'ADA. L'ADA pour anti-drogue antibody, donc un anticorps dirigé spécifiquement contre l'emicizumab et qui empêche du coup l'action de l'emicizumab et qui le rend complètement inefficace. Ces anticorps neutralisants ont été décrits chez un patient dans l'essai clinique AVEN, patient avec inhibiteur, et puis 2 autres ont été décrits après l'AMM. Ce sont des patients pédiatriques et donc ils sont rares, il y en a 3. Aujourd'hui dans le monde, il y a plus de 8500 patients traités par emicizumab, c'est les derniers chiffres dont je dispose, il y en a peut-être plus encore aujourd'hui. Mais en tout cas, il est certes rare cet événement, mais pour nous, en pédiatrie, il est important à surveiller. Et donc les mises en garde qui ont découlé de ces essais cliniques sont d'abord le risque thrombotique et de microangiopathie thrombotique. Donc pas d'utilisation de FEIBA en première intention chez les patients avec inhibiteur pour lesquels on traite un épisode hémorragique. On utilise du Novo7 et de l'hexacyl en première intention. Le Novo7 dans les posologies de l'AMM, ne pas dépasser. Et puis, si l'on doit utiliser du FEIBA chez ces patients, être très vigilant sur les posologies administrées. Le maximum est à 50 unités par kilo, mais probablement une posologie inférieure pourrait être suffisante. Et puis, dernière chose qui est apparue dans ces essais cliniques, c'est que l'emicizumab, puisqu'il mime l'action du facteur 8 dans la coagulation, eh bien, dans les résultats de biologie de ces patients, le TCK est très court et donc on ne voit plus que ces patients sont hémophiles quand on leur fait les tests hémostatiques habituels.
Et donc, c'est très trompeur pour, par exemple, un patient qui se présenterait aux urgences pour un épisode hémorragique, qui n'aurait pas sa carte, qui ne serait pas en état de dire qu'il est hémophile. Si ce patient est éventuellement sous hémicizumab et qu'on lui faisait un dosage, un bilan d'hémostase, on ne verrait pas qu'il est hémophile. Et donc, pour nous, en tant que soignant de ces patients, il est très important de préciser que ce TCK raccourci est artificiel, qu'il masque l'hémophilie des patients et qu'il est important de garder en tête cette hémophilie avec comme sans inhibiteur. Et sur le plan biologique, du coup, il y a des conséquences particulières pour le dosage du facteur 8 chez ces patients et éventuellement les titrages inhibiteurs. Il faut savoir qu'il faut utiliser des réactifs bovins et des méthodes de dosage chromogéniques particulières. Voilà pour ce qu'on a appris des essais cliniques et donc les posologies qu'on utilise dans l'AMM pour les patients aujourd'hui traités. C'est donc d'abord 1 mois avec des doses de charge à 3 mg par kilo par semaine pendant les 4 premières semaines de traitement. Ça permet d'augmenter progressivement la concentration d'hémicizumab dans le plasma du patient. Et puis ensuite, en termes de traitement d'entretien, le schéma peut être une administration hebdomadaire ou toutes les 2 semaines, voire une administration mensuelle. Et donc, ces patients qui sont aujourd'hui traités, il est absolument important que l'éducation thérapeutique puisse se faire de manière complète et dans de bonnes conditions. Donc, on fait passer beaucoup de messages à ces patients. On leur apprend l'auto-traitement, hein, ça c'est quelque chose qui est tout à fait acquis dans l'hémophilie A, surtout sévère. Mais c'est vrai que là, c'est un nouveau mode d'administration. Donc, on apprend l'administration sous-cutanée aux patients. On continue de surveiller la traçabilité de ce traitement, hein, puisque c'est un nouveau médicament. On explique que c'est un médicament du traitement préventif des épisodes hémorragiques et qu'en cas de survenue d'un épisode hémorragique ou en cas de chirurgie, il est important de dire qu'on est sous hémicizumab, puisque je rappelle cette correction artificielle du TCK, on le note sur la carte du patient. Ils ont une carte spécifique notifiant qu'ils sont sous hémicizumab et que le TCK est faussement raccourci. Et qu'en cas d'épisode hémorragique ou en cas de chirurgie, il faudra supplémenter ces patients avec le bon médicament, en particulier chez les patients avec inhibiteurs. On leur conseille de consulter de manière systématique le centre d'hémophilie et en cas d'urgence, voilà, d'insister sur tout ce qui est noté sur la carte du patient. On explique évidemment au patient le mode d'action de ce médicament. Il est absolument indispensable que le patient comprenne comment ce médicament fonctionne pour justement comprendre tout ce qui en découle. Et puis finalement, on parle quand même du risque potentiel d'anticorps antidrogue, même s'il est vraiment très faible, il existe néanmoins. Ensuite, en termes de surveillance, alors les patients traités sous hémicizumab sont essentiellement surveillés sur le plan clinique, les épisodes hémorragiques, le ressenti de la douleur, l'examen articulaire. On continue de surveiller l'examen articulaire par échographie dans notre pratique hein, pour s'assurer que les synovites évoluent correctement. Et également en cas d'épisodes aigus douloureux. Finalement, tous les épisodes aigus douloureux ne sont pas forcément une hémarthrose et donc ça nous aide un petit peu à faire la part des choses chez les patients sous hémicizumab. Donc l'échographie a encore sa place là. Et puis sur le plan biologique, eh bien, la question se pose. Nous, dans notre pratique courante, on a encore l'habitude de prélever les patients qui viennent en consultation, en particulier pour un TCK, une MUM, etc. Mais voilà, en termes de surveillance systématique, les choses se discutent probablement. Je ne sais pas s'il faut continuer de faire des bilans biologiques systématiques, mais par contre, en cas d'épisode hémorragique, il est important de s'assurer de l'absence d'anticorps et de la persistance de l'efficacité du produit, au moins sur le plan plasmatique, et donc de réaliser un bilan biologique à ce moment-là. Et puis, les patients hospitalisés et traités
pour un épisode hémorragique ou en chirurgie. La biologie, là, évidemment, a toute sa place. Alors, il reste encore des questions, hein, malgré cette efficacité très importante de la molécule chez les patients. On n'a pas de données chez les patients avec inhibiteurs faible répondeur. On est dans une espèce de zone un petit peu floue chez ces patients. Chez les patients fort répondeurs, va se discuter à l'avenir la place de l'induction de tolérance immune. Vous savez, l'induction de tolérance immune vise à faire disparaître l'anticorps antifacteur 8 spécifique. Et donc, si l'emicizumab permet de faire la prophylaxie du risque hémorragique chez ces patients de manière tout à fait efficace, la question se pose de faire ou pas disparaître l'anticorps antifacteur 8. Donc, la place de l'ITI est à discuter dans ce contexte. Pareil chez les petits, on n'a pas beaucoup de données chez les patients de moins d'1 an. Il y a une étude spécifique qui va s'ouvrir. On est un peu pareil dans une situation un peu particulière chez les patients qu'on commence à traiter, qui sont encore peu exposés au facteur 8. Donc voilà, l'avenir, je pense, va nous permettre de répondre à ces questions. L'autre question également qui apparaît, c'est est-ce que les inhibiteurs antifacteur 8 vont voir leur épidémiologie se modifier? Très certainement, hein, puisque il est possible que certains patients ne reçoivent que très peu ou pas de facteur 8, et donc que le risque d'inhibiteur soit décalé dans le temps ou peut-être diminué, on ne sait pas. Le devenir ostéo-articulaire de ces patients va évidemment continuer d'être surveillé. On a vraiment l'impression d'une efficacité vraiment très bonne, en particulier chez les patients avec inhibiteurs. Chez les patients sans inhibiteurs, les prescriptions sont relativement récentes. Et donc, l'avenir va également nous dire, en termes de protection essentiellement sur les micro-saignements, si effectivement on est toujours bien efficace. Pareil sur les chirurgies, il y a quelques données dans la littérature, hein, chez les patients avec comme sans inhibiteur, l'apport de facteur 8, la surveillance du facteur 8 sous emicizumab, etc. Donc, encore quelques questions, même si on est en cours de les résoudre. Et puis enfin, un mot sur les patients hémophiles modérés ou mineurs sans inhibiteur, qui parfois ont une symptomatologie clinique vraiment majeure, quasiment comme des sévères, qui sont également en prophylaxie et pour lesquels il y a une étude actuellement ouverte à 26 qui va nous permettre de voir si effectivement l'emicizumab aurait une place chez ces patients. Donc voilà en conclusion l'apport de l'emicizumab dans l'arsenal thérapeutique chez l'hémophile A. Vraiment, donc cette nouvelle molécule d'administration sous-cutanée, absolument efficace dans la prévention des épisodes hémorragiques, tant chez l'hémophile qu'avec que sans inhibiteur. Donc vraiment un progrès thérapeutique important, avec néanmoins encore quelques questions que voilà, nous sommes en train de résoudre tous ensemble. Voilà. Je vous remercie de votre attention.